Bonjour, Grégoire Capon, moi je suis urologue au sein du groupe Transgender. Ça fait plusieurs années que je travaille avec l'équipe Transgender, spécialisée dans toute la pathologie fonctionnelle qui concerne l'homme, la femme, le patient neurologique. J'en suis venu à m'occuper, à prendre une place dans le groupe Transgender suite en fait à ma formation où j'ai été amené à côtoyer l'équipe de chirurgie plastique et reconstructrice qui était en charge initialement quand même principalement historiquement des trans et ensemble ils m'ont amené à m'impliquer vraiment dans cette thématique pour gérer les complications urinaires liées à la chirurgie de réassignation sexuelle et aussi à essayer de développer la prise en charge sexuelle de ces patients. Moi, je suis le docteur Romain Weigert, je suis chirurgien plasticien. Moi, j'ai commencé à approcher en fait cette chirurgie particulière en 2006 lors d'un stage en fait dans le service du professeur Martin. Et ensuite, ça m'a beaucoup intéressé, donc j'ai poursuivi cette formation en fait spécifique. Et j'ai commencé à intervenir sur les premières patientes en 2007-2008. J'ai été formé en fait à la fois donc, par les chirurgiens du service de chirurgie plastique du CHU de Bordeaux. Et puis après, j'ai également suivi lu de la littérature sur le sujet, vu des vidéos. Je suis allé voir les chirurgiens en Thaïlande, en Angleterre et en Belgique. Le programme transgender, donc c'est parce qu'on appelle ça un programme en fait, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est ouvert en permanence toute l'année, avec une possibilité de consultation toute l'année. Alors, le principe de base, en fait, c'est que nous, on est obligé de suivre la réglementation française. Et la réglementation française, elle indique que pour qu'il y ait une prise en charge par l'assurance maladie de ces chirurgies, mais également de l'hormonothérapie ou de la psychiatrie, il faut qu'il y ait une évaluation psychiatrique et endocrinologique et finalement chirurgicale d'un minimum de 2 ans. Ça, c'est les conditions pour qu'il y ait une prise en charge par l'assurance maladie. Comment est-ce qu'on atteste de cette condition? En fait, c'est par le suivi régulier des patients. Donc les patients viennent voir régulièrement les psychiatres, les endocrinos, les chirurgiens. Et leurs dossiers sont présentés, leur histoire, leur examen clinique sont présentés au cours de réunions de concertation pluridisciplinaire, au cours desquelles on discute des indications, de l'évolution, du parcours, pour, dans la grande majorité des cas, aboutir à une réassignation. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous, c'est le socle de notre pratique. Du coup, on a catégorisé un petit peu le parcours des patients en patients de Nouvelle-Aquitaine, donc la nouvelle région ici, et les patients qui sont d'autres régions. Il y a des patients qui viennent, par exemple, nous voir de Rhône-Alpes, même si c'est assez rare, puisque le docteur Nicolas Morel-Journel a une très bonne réputation, c'est un excellent chirurgien, et donc les patients sont très heureux d'être opérés dans son centre. C'est le cas également à Paris ou à Marseille, mais malgré tout, il y a certains patients qui souhaitent être opérés dans notre centre. Moi, j'ai rencontré le docteur Capon en 2008. Il était alors en formation en chirurgie urologique et il s'est très vite intéressé à ce type de chirurgie pour plusieurs raisons, je crois. Enfin, peut-être qu'il complétera, mais notamment parce que la patientèle est extraordinaire, on peut dire. C'est pas une patientèle ordinaire, c'est une patientèle plutôt extraordinaire, avec toujours une reconnaissance et une gratitude pour ce qu'on fait, ce qui est un peu différent des autres patients, puisque nous on travaille en
public, donc les gens n'ont pas à nous rémunérer, ils n'ont pas à nous choisir non plus, puisqu'on est à peu près, a priori on est les seuls à faire ça. Mais voilà, nous on apprécie énormément la gratitude et la reconnaissance de ces patients et ça nous aide à... Et c'est aussi pour ça qu'on continue à faire. Il y a aussi tout le côté technique, le côté l'anatomie du périnée, le périnée postérieur, périnée antérieur, cette reconstruction. Il y a toujours quelque chose de fantastique dans ce qu'on réalise, hein, parce que transformer une région génitale, changer de sexe, c'est quand même incroyable. Hein, le grand public est toujours friand de ces histoires-là. Alors pour nous, c'est notre métier de tous les jours, c'est notre métier de chirurgien, on ne le différencie pas vraiment des autres activités chirurgicales qu'on réalise. Et on continue à se former, à discuter. Alors malheureusement aujourd'hui, le professeur Vincent Casoli n'est pas présent parce qu'il est en déplacement à l'étranger. Et le docteur Mathieu Bondaz, qui est chirurgien maxillofacial, qui s'occupe de la féminisation du visage, est coincé au bloc opératoire actuellement sur une reconstruction justement de face. Bon, voilà, tous les quatre, on est très heureux de travailler en équipe. Donc nous, on représente la partie chirurgicale de l'équipe. Mais évidemment, avec nous et avant nous, il y a tous les psychiatres, les endocrinologues, les psychologues, les assistantes sociales. Et évidemment, après nous, toutes les infirmières, tout le personnel en fait qui est intéressé, qui s'occupe, qui prend soin de tous ces patients et ces patientes qui sont opérés. Alors, nous, justement, c'est un peu notre volonté, c'est que ces infirmières soient formées et soient expertes. Donc, on prend beaucoup de temps en fait à les former et ensuite elles s'y intéressent et elles s'informent, elles vont dans d'autres centres pour voir un peu ce qui est fait. Donc on a fait ça récemment, on est allé avec une infirmière du service, on est allé à Amsterdam. Toi tu n'avais pas pu venir, et là on a réuni les infirmières de Londres, d'Amsterdam et de Düsseldorf. Et donc elles ont discuté entre elles de leur pratique tous les jours. C'est un peu la spécificité du centre de Bordeaux, donc le centre spécialisé dans la chirurgie transgenre, avec une offre complète en termes de soins. Donc, bien sûr, tous les médecins, alors ça, les patients connaissent bien en général. Ce qu'ils connaissent moins, c'est l'importance en fait de la partie paramédicale, c'est-à-dire les soins infirmiers, autant dans la compétence technique que surtout dans l'accueil, dans la tolérance et dans le respect en fait des patients. Tout à fait. Moi, c'était aussi un projet de créer vraiment ce programme transgender avec une facilité offerte aux patients de se retrouver dans un programme où il est accompagné et où il va pouvoir trouver des intervenants spécifiques à chaque étape. Et c'est vrai que quand on a commencé ensemble, il y a vraiment eu cette dynamique et le fait de vouloir organiser les choses, organiser un vrai programme. Et c'est aussi dans ces conditions-là, lorsqu'on veut créer un programme de qualité bien encadré, où on a envie de s'inclure dans les choses et développer l'activité dans un cadre vraiment satisfaisant. Donc c'est aussi je pense, qui a motivé les membres de l'équipe qui ont rejoint le programme au fur et à mesure. Oui, c'est motivant parce qu'ici on est dans un cadre très sécurisé, c'est le cadre de l'hôpital. Donc c'est des blocs de haute technicité, c'est des personnels médicaux qui sont d'astreinte 24 heures sur 24. Ce sont plusieurs chirurgiens parce que nous on est des chirurgiens spécialisés dans le transgenre, mais dans nos équipes il y a d'autres chirurgiens qui ne sont pas spécialisés mais qui sont compétents pour prendre en charge des urgences, pour accompagner des gens qui auraient des questions. Donc voilà, on n'est pas tout seul non plus, quoi. C'est des grandes équipes. Et donc avec l'urologie, la chirurgie maxillofaciale et la chirurgie reconstructrice, certes, ce sont 4 chirurgiens spécialisés et experts qui prennent en charge cette patientèle, mais c'est également des équipes à chaque fois de 5, 6, 7 chirurgiens seniors qui sont avec nous et qui peuvent, si jamais on était en vacances, parce que ça nous arrive de prendre des vacances, si jamais il y avait un problème, agir, quoi. Donc c'est vrai que il y a ce côté qu'on mettait pas en avant, qu'on mettait plutôt en avant notre
historique, c'est-à-dire ça fait de nombreuses années que les patients sont opérés à Bordeaux. Mais maintenant, on n'hésite plus à mettre en avant le côté CHU de Bordeaux, hôpital universitaire. Alors il y a deux parcours différents. Donc, je laisserai le docteur Capon vous évoquer le parcours des patients transsexuels masculins, donc les femmes qui sont et qui souhaitent une réassignation femme vers homme. Les patients viennent nous voir en consultation chirurgicale quand ils le souhaitent. Voilà, ça c'est clair, ils peuvent venir quand ils veulent. Qu'ils aient déjà vu des psychiatres, qu'ils veuillent en voir ou pas, qu'ils soient traités par les hormones, ils sont libres de venir nous voir. Par contre, nous, il est évident qu'on ne fera aucune chirurgie avant 2 ans d'évaluation psychiatrique et endocrinologique telle que recommandée. Ce qui fait qu'il est préférable pour ces patients de ne pas venir nous voir avant 1 an, 14 mois, 15 mois d'évaluation psychiatrique. Ça veut dire que ces patients doivent prendre des rendez-vous avec des médecins psychiatres, si possible spécialisés ou moins compétents en transidentité. Ils doivent bénéficier d'une hormonothérapie, donc ça c'est en général au bout de 8 mois, 1 an. Et ensuite ils peuvent venir nous voir. Les patients que je vais voir en consultation en vue d'une réassignation sexuelle, c'est vrai que la chirurgie femme vers homme impose également l'ablation des organes génitaux féminins, ce qui impose aussi une évaluation précisément un peu précise urinaire en fait, parce qu'il y a des effets indésirables qui peuvent être importants. Donc il y a toute une phase aussi en consultation qui est importante de pouvoir présenter les effets indésirables, les complications, parce que encore une fois avec l'expérience, on sait ce qui peut se passer, comment résoudre les éventuels effets indésirables. Et c'est vraiment un message qui doit être délivré de façon tout à fait claire. Il y a une fiche d'information qui existe à ce sujet-là. Et donc il y a toute une partie de la consultation qui est liée au fait qu'il y a dans cette chirurgie l'ablation des organes génitaux féminins. Il y a aussi tout le temps de la reconstruction et ça on travaille vraiment ensemble avec les chirurgiens plasticiens qui viennent, hein, Dr Weigert ou M. Casoli, qui viennent opérer au bloc après ce temps d'exérèse. Et donc il faut aussi privilégier une information de la reconstruction, du délai vis-à-vis d'une éventuelle phalloplastie, etc. Et donc c'est des chirurgies qui amènent plein de questions et on n'hésite jamais à revoir les patients. Souvent tu les as vus, je les revois et ça fait souvent au moins 2 consultations par praticien. Le patient voit 2 fois l'urologue, 2 fois le chirurgien plasticien, mais je pense que c'est important pour vraiment comprendre, pour vraiment avoir des idées des délais, de ce qui peut se passer, de comprendre vraiment quelles chirurgies vont être réalisées. Encore une fois, je rejoins tout à fait Romain sur le fait que nous, on est complètement ouvert à la consultation parce que c'est important qu'on puisse répondre à ces questions. Que le programme transgender, c'est un parcours, mais qu'on peut avoir des questions importantes que certains se poseront en début de parcours, d'autres en milieu, ou certains patients qui veulent uniquement en fait, chirurgien quand la chirurgie est possible directement. Mais c'est vrai que le but du programme, c'est de permettre un accès à différentes périodes de ce programme. Ensuite, on a vraiment ces RCP qui font que on voit un patient en consultation, on peut en reparler tous ensemble, on peut prendre l'avis des médecins psychiatres qu'ont vu le patient. Enfin, vraiment, la RCP fait vraiment un cadre qui permet qu'on puisse vraiment être d'accord sur les prises en charge et renseigner vraiment le patient de la meilleure des façons. Donc, je pense que c'est vraiment pas que la consultation, hein, c'est vraiment tout ce programme qui est primordial. Pour les FTM, la phalloplastie reste quand même une intervention qui fait peur. Certes, c'est une intervention qui est compliquée, pour laquelle il y a beaucoup de complications envisageables.
Donc, nous, on informe les gens de façon honnête et franche, ce qui fait qu'il y en a peut-être peu qui vont à la chirurgie. Et donc, voilà, on a plus de vaginoplastie parce qu'il y a moins de complications. Ce qui est important à souligner, c'est que tous les quatre, on travaille ensemble. Et ça fait partie aussi de ce qui fait que les gens se sentent en confiance dans le programme. Parce qu'on se connaît tellement qu'on a tous des discours qui sont identiques par rapport aux prises en charge, par rapport au programme de chirurgie. Pour les FTM, en fait, le plus souvent, ils nous demandent en premier de faire une mastectomie sous-cutanée. Ce qui fait qu'il est vrai que moi, je les vois plus souvent en premier, parce qu'ils veulent faire ça vite, c'est ce qui les stigmatise le plus. Et une fois que les phalloplasties sont faites, souvent, ils ont envie qu'on passe aux implants péniens. Voilà, donc ça, très clairement, c'est le métier de l'urologue, en fait. Hein, c'est lui, hein, c'est sa spécialité. Alors nous, on a la possibilité et on a la chance d'avoir le professeur Casoli qui est intéressé aussi dans cette chirurgie. Donc il peut être amené à aider le docteur Capon dans cette chirurgie. Ce qui fait ça reste quand même un ensemble qui peut proposer toutes les chirurgies pour le parcours transsexuel masculin, donc depuis la mastectomie sous-cutanée jusqu'aux implants péniens, et pour les transsexuels féminins, depuis la vaginoplastie jusqu'aux augmentations mammaires et toute intervention de chirurgie esthétique, notamment au niveau du visage. Donc on essaye de grouper la métaïodoplastie, donc la reconstruction sans phalloplastie en fait. Hein. On essaie de faire cette reconstruction, enfin on l'a fait juste après le temps d'exérèse des organes génitaux. C'est pas forcément une chirurgie suffisante, ça peut être aussi dans le but de préparer l'urètre, hein, pour simplifier dans un deuxième temps la phalloplastie. En tout cas, oui, c'est une chirurgie qu'on propose. Et qu'on peut faire aussi si l'hystérectomie a déjà été réalisée ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent nous voir que pour une métaïodoplastie. Ça, il n'y a pas de souci. Certes, on arrive à la faire, on essaie de la proposer quand les gens la souhaitent dans le même temps que l'hystérectomie. Mais on peut le faire dans les deux temps. On aime bien faire ça ensemble parce qu'il y a une partie urinaire, une partie de chirurgie plastique. Bon, voilà, donc puis c'est sympa d'opérer ensemble en fait. Ouais, et puis faut pas oublier que c'est des chirurgies qui peuvent prendre du temps et que passer un certain temps, comme tout, hein, passer un certain temps face au bloc opératoire, on est toujours plus efficace à deux, l'un peut prendre le relais de l'autre. Donc non, c'est une très bonne chose qu'on puisse faire ça ensemble. Et je pense que c'est une très bonne chose qu'on puisse le proposer au cours de la même étape chirurgicale. J'ai rencontré donc le docteur Christophe Lorenz il y a maintenant 3 ans. 3 ans qu'on le connaît. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est chirurgien en fait. Donc du coup, on peut vraiment discuter avec lui par rapport aux commerciaux habituels, qui sont pour la plupart experts et compétents. Mais lui, il a ce savoir en plus qui est... il est chirurgien et il connaît nos réticences à la nouveauté en fait. Voilà. Après, il a je pense qu'il a été très travailleur, il l'est toujours, hein, justement pour s'intéresser spécifiquement à ce type de prise en charge chirurgicale en fait. Voilà, ça c'est une grande chance pour les patients transsexuels, que ce soit les transsexuels masculins ou féminins, puisque donc pour les transsexuels masculins, il y a les implants péniens, les implants de métaïodo. Et pour les transsexuels féminins, donc moi j'utilisais pendant un temps des stents vaginaux gonflables, qui étaient très pratiques pendant la chirurgie, mais qui avaient été retirés du marché en raison de la perte de la norme européenne. Et donc le docteur Lorenz a eu la bonne idée, je crois, hein, de se lancer dans la réalisation de ces nouveaux implants. Alors, voilà, donc c'est l'avantage de ces stents par rapport à ce qu'on utilise actuellement, c'est-à-dire
on utilise des compresses de tulle en fait. Euh, Ça permet vraiment de comprimer la cavité néovaginale, quelle que soit sa forme en fait, puisque ça va gonfler, ça va tout de suite appuyer en fait sur toutes les cavités. Donc ça permet en fait de maintenir la, la peau qui a été invaginée dans le néovagin, et donc qu'elle prenne de manière quasi certaine. Ça c'est le côté information, laboratoire, technique chirurgicale. Il y a un autre avantage, c'est que les patientes, lors de leur hospitalisation, elles peuvent l'utiliser et de façon assez aisée en fait. C'est-à-dire qu'elles peuvent elles-mêmes le retirer, apprendre à faire les soins avec une infirmière, parce que c'est le projet de notre programme, c'est que les patients soient autonomes le plus rapidement possible. Alors à la fois pour pouvoir comprendre ce qu'ils ont, mais aussi pour pouvoir repartir rapidement chez eux, et la plupart habitent assez loin. Donc c'est un gros avantage de notre centre. Donc voilà, moi je suis très heureux de pouvoir réutiliser ces implants. Je suis très heureux de travailler avec des gens qui sont à notre écoute, qui nous aident aussi, qui nous aident beaucoup, parce qu'ils nous aident à voyager pour se former, pour rencontrer d'autres chirurgiens dans le monde entier. Ils nous aident financièrement, il faut le dire. Hein. Bon, tout ça, bien sûr, c'est déclaré, mais ils nous aident parce que sinon on ne pourrait pas le faire, en fait. On pourrait moins le faire, en fait. Voilà, on pourrait moins le faire. Alors effectivement, on avait rencontré Christophe il y a 3 ans. Moi, le docteur Laurent, ce qui m'a vraiment plu, c'est le fait de développer spécifiquement des outils pour le patient transgender, ce qui se faisait pas. Il y avait, en ce qui concerne les prothèses d'érection, c'était utiliser ce qui existe pour les corps caverneux natifs et ce qui n'a pas vraiment de points communs avec la phalloplastie, parce qu'encore une fois, les corps caverneux natifs, on en a 2 habituellement, et là effectivement il fallait trouver un produit avec un cylindre unique et pour la phalloplastie, et c'est vraiment une prothèse qui tombe sous le sens, mais encore une fois, fallait-il avoir le courage de la développer. Et, et voilà, donc on a rencontré le docteur Laurence, qui en plus a fait une partie de sa formation à Bordeaux, donc ça nous... Tout de suite, on avait beaucoup d'affinités et beaucoup de sujets qu'on pouvait aborder. Et l'autre gros avantage, pour finir de lancer tes fleurs à Dr. Laurence, c'est qu'il a toujours, en présentant son produit, il a toujours la recherche de qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Et vraiment une espèce d'humilité qui est importante en chirurgie, de se dire comment faire mieux, qu'est-ce qui ne va pas, comment je peux aider, etc. Donc à partir de ce moment-là, on a décidé de développer le programme d'implantation de ces prothèses, avec son aide au bloc opératoire pour les premières procédures. Et encore une fois, le matériel il est conçu de telle façon à ce que ça se passe bien, parce que ça a été conçu spécifiquement pour les patients F2M. On essaye, nous, de trouver des techniques chirurgicales pour favoriser l'implantation, par exemple, sur l'os. Vous savez qu'il y a une partie fixe, donc un cylindre unique dont je parlais, qui est tunisé dans la phalloplastie, et il faut forcément que ça soit fixé à un endroit solide, et donc on fixe ça sur l'os pubien, ou en tout cas sur les membranes qui l'entourent, et on essaie de développer des ancrages qui soient le plus solides possible et qui puissent tenir dans le temps de nombreuses années, parce que ça peut être soumis pendant l'acte à des contraintes importantes. Donc on essaye encore une fois de faciliter le geste chirurgical, le fait qu'il soit reproductible. Et on est content vraiment de pouvoir développer cette activité avec ZSI, parce que, encore une fois, on parle de la même chose, on a les mêmes buts, et on est dans la recherche du meilleur résultat possible. Donc c'est vrai que c'est une collaboration qui est ultra intéressante. Du coup, comment vous avez eu l'idée de fixer avec l'encre Est-ce que vous avez une fixation particulière là? Là, on fixe avec une encre, effectivement, on fixe avec une encre osseuse, donc qui est utilisée en chirurgie plastique, et par les maxillos beaucoup, et les orthopédistes aussi l'utilisent, avec des tailles différentes d'encre selon les indications, bien sûr.
Et on a eu cette idée parce que d'habitude, c'était une fixation qui se faisait avec un fil non résorbable et une aiguille, mais l'os n'est pas forcément, réagit pas forcément de façon satisfaisante. Et en fait, on s'attache pas dans l'os, on s'attache dans les tissus qui l'entourent. Contrairement à une encre vraiment qui est conçue pour s'expandre dans l'os et vraiment avoir une fixation plus solide. La prothèse de ZSI est faite en plus pour qu'on puisse implanter 9 endroits. On pourrait mettre quasiment 9 encres pour fixer la prothèse. Et donc, afin de faciliter la pose, qu'elle soit plus solide et puis aussi limiter les risques d'abîmer la prothèse au moment de la pose avec des manipulations d'aiguilles, etc. On a imaginé cet ancrage avec un résultat qui est satisfaisant dans le temps. Alors certes, on n'a pas encore 10 ans de recul, mais quand on a un bon résultat à 1 an, on pense qu'il y a toutes les chances pour que ça soit une technique qui soit très efficace. Là, on arrive vraiment à la fin du parcours. Hein. Si la prothèse, dans le cadre du F2M, si la prothèse est posée, ça veut dire que vraiment, normalement, c'est la fin du parcours chirurgical et c'est un parcours, on sait, qui a été long, éprouvant. Et donc, les patients peuvent avoir, en dehors d'éventuelles complications ou d'un effet indésirable ou de quelque chose qui ne leur plaise pas, s'ils sont satisfaits, leur but, c'est peut-être de passer à autre chose et de ne pas forcément nous revoir. Alors, pour autant, on assure vraiment le suivi pendant la phase de cicatrisation, etc. Une fois que c'est complètement terminé, nous, on aime savoir ce que les patients deviennent. On aime, encore une fois, avoir un retour précis de ce qui se passe. C'est parfois un peu difficile à organiser dans le temps, parce que les patients ont envie de passer à autre chose, parce qu'ils habitent loin, mais on essaie de le faire. Ouais, on essaie de les convoquer, on leur dit de revenir nous voir pour qu'on puisse réfléchir à nos techniques chirurgicales, la façon dont on les a pris en charge, mais quand le parcours est terminé dans le programme et ils sortent du programme, même s'ils y sont inscrits à vie en fait. Hein. Nous, on est toujours heureux de revoir des patients qu'on n'a pas vus depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais eux, ils n'ont pas spécialement envie de revenir à l'hôpital. Hein. C'est terminé. Donc, voilà. Je suis quand même beaucoup plus porté sur une prothèse gonflable dans le cadre d'une phalloplastie parce que l'érection est un moment court, hein, donc le fait d'avoir une prothèse malléable, ça signifie qu'on va avoir une prothèse d'une taille et d'une rigidité permanente au cours du temps. Ce qui ne paraît pas très physiologique et ce qui ne paraît pas respecter notre désir et le désir du patient d'avoir une réassignation la plus fidèle possible. Pour ça, je suis plutôt pour des structures gonflables qui permettent d'avoir au repos une verge complètement facile. Ça nécessite certes une pompe, hein, donc un corps supplémentaire, mais qui se place au niveau du néoscrotum, hein, donc qui va mimer la position d'un testicule, en sachant que de l'autre côté, on est amené à mettre au cours de la chirurgie une prothèse pour qu'il y ait un effet symétrique et avoir l'impression d'avoir 2 testicules en place. Donc pour moi, cette partie supplémentaire placée au niveau du scrotum n'est pas quelque chose de gênant. Alors, la simplicité théorique des prothèses malléables, je pense qu'on ne doit pas s'en satisfaire et proposer la prothèse gonflable en l'absence de contre-indication, en l'absence de particularités anatomiques qui n'en empêcheraient. Hein. Mais on est plutôt dans le fait de proposer les prothèses malléables qui sont faites spécifiquement, encore une fois, pour la métallodoplastie qui apportent de bons résultats. Dans le terme, si on a une phalloplastie, je rejoins plutôt les patients vers la prothèse gonflable parce que je trouve ça plus logique et plus en accord avec ce qu'on veut dans le programme. Pour les F2M, je pense que déjà les prothèses telles qu'elles sont actuellement sont de très bonne facture et de très bonne qualité, et que s'il y avait des modifications à faire, elles seraient minimes. Il y en aura peut-être dans le temps en termes de, je ne sais pas, de matériaux, d'efficacité de la pompe, de durabilité dans le temps des réservoirs.
Non, là où c'est plus important, je crois, de nous aider, c'est surtout dans le côté communauté en fait de tous ces patients en fait. Et ça, c'est vrai que le ZDCIP, j'en ai l'impression, a une volonté de développer cette communauté et donc de faciliter l'information parce que moi, c'est mon credo, hein. Informer, c'est déjà soigner en fait. Donc, des gens qui arrivent informés en consultation, ce sont des gens qui ont des questions précises, qui ont réfléchi, auxquelles nous on peut répondre. Et si on ne peut pas y répondre, grâce à cette communauté, parce qu'avec tous les autres chirurgiens européens, voire les chirurgiens américains et peut-être bientôt les chirurgiens du sud-est asiatique, ça va nous permettre d'avoir des réponses sur des choses qu'on ne connaît pas. Les docteurs Capon, Casoli, Bondaz et moi-même, on est des chirurgiens qui sommes jeunes. Notre expérience, elle a une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Il y a des chirurgiens qui font ça depuis 30 ans, 40 ans. Donc nous, on est heureux de pouvoir discuter avec eux et on est vraiment heureux que le ZDC puisse justement créer ce terrain d'échange, cette, cette nouvelle dynamique dans cet aspect particulier de la prise en charge de la transidentité.